je me rends compte que tout ce qui m'a animée depuis enfant, c'est cette quête de souveraineté que j'avais pas encore identifiée jeune. Mais oui, j'ai un problème avec l'autorité si elle n'est pas au fond de moi. Donc, fondamentalement, ça me pose un problème. Et tout ce qui touche à la liberté fondamentale de l'humain me pose un problème. Et donc, si on s'intéresse à ce sujet-là, forcément, on n'a pas assez de 24 heures dans une journée parce que tout aujourd'hui, et depuis des lustres, hein, c'est pas nouveau, est inversé. Le mensonge est partout. Donc moi qui cherche et qui chercherai toute ma vie ce qu'on appelle la particule de vérité, je pense que je m'arrêterai jamais. Il y a eu plusieurs boîtes de Pandore que j'ai ouvertes et je crois que la plus monumentale, c'est celle de la naissance. On en parlera aujourd'hui. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Emma Cruzy à mon micro. Bonjour Emma, comment vas-tu ? Hello Katia, ça va très bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, je te laisserai le soin de te présenter parce que j'ai pas envie de lire en fait ce que j'avais écrit en présentation. Je préfère te laisser nous raconter qui tu es. Et j'avais quand même juste envie de préciser que je t'ai découverte comme bien d'autres pendant la crise sanitaire. Et je me suis reconnectée en fait à ton actualité il y a quelques temps, suite à une discussion que j'ai eue avec Samantha que tu connais bien de Scone Communication. Donc, coucou Samantha si tu nous écoutes. Et donc, je me suis à nouveau intéressée à ce que tu faisais, à tes engagements. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir ta chaîne Faux Départ et tous les témoignages donc qui y sont centralisés, comme si un nouveau voile se levait. Je ne m'étais en fait jamais posé la question sur la maternité, puisque c'est ton, nouveau cheval de bataille. Dans la mesure, moi, je n'ai pas eu d'enfant et je n'ai jamais vraiment interrogé la maternité de mes amis. Et j'avoue que j'ai été quelque peu sidérée, en fait, de ce que j'ai entendu et ça m'a fait poser mille et une questions et beaucoup de nouvelles prises de conscience. Et donc, je me suis dit, Emma, il faut que je lui donne la parole parce qu'elle a encore bien des choses à nous dire sur ce sujet-là qu'on aborde très peu et sur lequel moi je m'étais jamais vraiment posé de questions puisque peu concernée finalement. Donc, mais peut-être avant de venir et de rentrer dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Emma, parce que je ne sais pas si tout le monde te connaît. Donc, qui es-tu? C'est une bonne question. Je crois que c'est la question à laquelle on répondra jamais. Hein. C'est la question qui suis-je? Et tu vois, l'intro que tu fais est capitale parce que souvent, on se dit, moi, je suis pas concernée, soit parce que j'ai pas d'enfant, soit parce que j'en veux pas, soit parce que j'en veux plus. Alors qu'en fait, ma démarche est complètement différente. On aura l'occasion d'en parler, mais aujourd'hui, je ne pourrais pas me définir sans passer par le prisme de la quête, de réunir ce fameux puzzle. Parce que je suis une grande passionnée de recherche. Depuis toute petite, je voulais être philosophe, tu vois. Et pourquoi philosophe? C'est un peu bizarre quand on est enfant, mais je me posais déjà des questions que enfant, on n'est pas censé se poser. Tu vois, sur le sens de la vie. Je me souviens, je passais beaucoup de temps à observer puis à me poser des questions existentielles. Et ça m'a souvent desservi parce que je me souviens, mon premier petit copain, bon, petit copain, j'avais quand même la vingtaine, hein, mais chaque fois que à des dîners où j'étais encore un peu sociable à l'époque, que j'avais encore un peu d'amis autour de moi, je commençais à me poser des questions sur l'espace-temps, toutes ces choses qui nous échappent à notre niveau de cerveau de compréhension humain. Hein. Et je me souviens que mon copain de l'époque me disait, c'est bon alors, Emma, c'est reparti pour les grandes questions de l'humanité. Et c'est ça, en fait, si je peux me définir, c'est comment
cette quête, comment réunir des pièces du puzzle où on pense que tout est séparé et en réalité, il y a une grande image qu'on appelle the big picture et plus on prend du recul, plus on prend de la hauteur, plus on commence à se dire: «Ah tiens, il y a peut-être des liens» et surtout, ce qui m'anime depuis toujours, c'est la souveraineté et la souveraineté, c'est il n'y a pas d'autorité à l'extérieur de moi et on m'a souvent dit: «Ah mais toi, tu as un problème avec l'autorité». Quand j'étais enfant, moi je n'aimais pas qu'on me dise: «Fais ça parce que c'est comme ça». Il fallait que je comprenne pourquoi et pendant longtemps, je me bagarrais en disant: «Non, j'ai pas de problème avec l'autorité» et puis j'essayais de me défendre, ce qui est, ce que j'appelle la posture de la petite fille, hein, qui se justifie et puis, mon chemin de vie m'a amené à traverser le jugement, les critiques, les calomnies et alors, culminant pendant le covid évidemment, avec mes prises de position et en fait, je me rends compte que tout ce qui m'a animée depuis enfant, c'est cette quête de souveraineté que j'avais pas encore, identifiée jeune. Mais oui, j'ai un problème avec l'autorité si elle n'est pas au fond de moi. Donc fondamentalement, ça me pose un problème et tout ce qui touche à la liberté fondamentale de l'humain me pose un problème. Et donc si on s'intéresse à ce sujet-là, forcément, on n'a pas assez de 24 heures dans une journée parce que tout aujourd'hui et depuis des lustres, hein, c'est pas nouveau, est inversé. Le mensonge est partout. Donc moi qui cherche et qui chercherai toute ma vie ce qu'on appelle la particule de vérité, je pense que je m'arrêterai jamais. Il y a eu plusieurs boîtes de Pandore que j'ai ouvertes et je crois que la plus monumentale, c'est celle de la naissance. On en parlera aujourd'hui. Et évidemment, ça passe par un profond intérêt sur le fonctionnement du cerveau. Donc, j'ai fait plusieurs types d'études et de recherches dans ma vie qui m'ont amené à relier des points. Donc, je vais pas faire tout mon CV, je vous épargne ça. Ceux qui veulent le connaître, ils peuvent aller sur mon site internet. Mais c'est vraiment ça, le maître mot, c'est la souveraineté, mais surtout à travers une démarche autonome. Et pour être autonome, il faut être dans la connaissance parce que la connaissance libère. Sinon, on continue malheureusement de devoir suivre ce qu'on nous propose et d'être un écho. Parce que moi, ma tagline, c'est ça, c'est soit une voix, pas un écho. Et ça tombe bien, on est sur un podcast, donc c'est cohérent. Petite parenthèse avec la dualité en ce moment, c'est est-ce que le podcast vidéo est un podcast? Donc tu vois, avec la question de la voix et de l'image, bon, donc moi je suis une fervente défenseur de le podcast, c'est la voix et c'est pas nécessairement l'image, tu vois. Mais tu sais, Katia, je crois que les gens transforment les vidéos en podcast, hein, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en faisant le ménage, en conduisant. Donc finalement, je crois que c'est à la personne de définir si c'est un podcast pour elle ou une vidéo. Oui, oui, tout à fait. Après, ce qui est important, c'est le message qui est véhiculé. Et ce qu'on en fait. Et ce qu'on en fait, tout à fait. En tout cas, moi, j'avais bien envie de te donner la parole justement pour traiter cette question de la souveraineté, parce que moi, c'est un mot que j'ai découvert aussi ces dernières années. Tu vois, moi, j'ai l'impression que je tombe, comment on dit, tomber de l'œuf. Enfin, tu vois, pour moi, il y a un avant, après Covid, mais comme tu dis, ça fait des lustres déjà que les choses sont inversées. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir pris conscience de ça seulement il y a 4 ans. Et là, il y a tout qui tombe, en fait. Et la naissance, la maternité, c'était, alors peut-être pas le dernier voile, il y en a peut-être certainement encore d'autres, mais je me dis aussi en écoutant tout ce que tu fais, bon Dieu, mais finalement, on se questionne non plus jamais sur nous, comment est-ce qu'on est né, tu vois, sur nos propres conditions de naissance qui peut-être ont conditionné notre façon d'être au monde aussi aujourd'hui. Et c'est en ça que je trouve aussi hyper intéressant. Et pour avoir interrogé dernièrement Gwenaëlle Persio et Johanna Mikou qui ont travaillé sur les liens d'attachement, qui ont sorti un bouquin sur les liens d'attachement. Enfin, tout est lié en fait. Il y a beaucoup de choses, je trouve, qui sont effectivement, comme tu dis, tu disais the big picture. Enfin, tout est interrelié finalement. Et on n'en finit pas de dérouler aussi ce fil de vérité, de questionner. Donc, c'est aussi passionnant. Mais c'est comme un puits sans fond. Donc, c'est À quel moment tu t'es véritablement, toi, intéressée à la question de la naissance? Parce qu'on peut dire que tu as 3 enfants. Est-ce que dès le début, dès ta première grossesse, maternité, tu t'es posé toutes ces questions-là? Non, alors à l'époque, dans les années 2010, j'étais occupée à faire mes recherches sur les vaccins infantiles parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. C'était assez simple à l'époque encore de faire ces recherches, il n'y avait pas trop de censure à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour une personne qui veut investiguer sur ce point-là parce qu'évidemment, les moteurs de recherche relayent à la 59e page quelque chose qui pourrait être un peu intéressant, on va dire ça comme ça. Donc, elle existe encore aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est ça. Donc maintenant, j'étais à ce moment-là beaucoup plus focalisée sur le dogme médical parce que ma première grande passion, c'était la médecine. Et puis, je comprenais pas pourquoi il fallait
vouloir être médecin pour faire médecine. Ça a toujours été, et j'ai toujours pas résolu la question par rapport à l'école, parce que j'ai fait pas mal de contenu sur l'école et je le comprends pas. Enfin, je comprends, je sais pourquoi, parce que l'école est pas là pour rendre les gens autonomes, elle est là pour fabriquer des piles pour aller droit au but. C'est des esclaves qui vont produire un certain nombre de choses pour payer leurs taxes, on va dire ça comme ça. Donc des piles. Et en fait, la médecine m'intéressait. J'avais le Larousse médical, je me souviens, sur mon chevet, et je regardais les images les plus trash qui existaient, puis je lisais les pathologies et j'aimais bien. Et j'ai commencé à regarder ça, et puis j'avais aussi une éducation qui a eu aussi un apport très naturel, notamment à travers l'homéopathie, etc. On parlait de terrain. Évidemment qu'il y avait des dissonances pour moi dans ces sujets-là, parce que je voyais le médecin généraliste qui attendait qu'une chose, c'était de planter de l'aiguille pour injecter n'importe quel vaccin. Et puis d'un autre côté, une approche holistique. Et donc à ce moment-là, j'étais plus sur l'aspect médical du corps humain, on va dire. Quand j'ai préparé mon premier accouchement, donc pour ma première fille, je voulais évidemment, pour être cohérente avec mes idées, accoucher ce que j'entends tout le temps maintenant de la part souvent des premières, ce qu'on appelle une primipare, premier bébé, je veux accoucher le plus naturellement possible. Et moi, je sais, avec mon expérience et mon observation, parce que j'en ai accompagné, je sais pas combien de femmes, je les compte plus, c'est qu'à chaque fois que j'entends ça, je sais comment ça va finir. Parce que aujourd'hui, et depuis déjà que la médicalisation des naissances existe, quand on veut accoucher le plus naturellement possible, on finit souvent sur l'effet toboggan. J'ai écrit un livre à ce sujet-là. D'ailleurs, c'est vraiment cette cascade d'intervention qui fait que si on a des chiffres aussi terribles aujourd'hui, c'est parce que cet effet toboggan opère. Et en fait, je pensais qu'il y avait une nature qui était omniprésente et qui faisait qu'on accouchait depuis que l'humanité existe et que moi, j'allais accoucher comme toutes les autres femmes. Donc, je me suis pas penchée sur ce sujet-là à ce moment-là. J'étais encore trop occupée sur les vaccins. Et j'ai été donc sur l'effet toboggan, sans comprendre et sans savoir ce qui s'était passé. Et j'en suis arrivée à la conclusion, puisque j'ai frôlé la césarienne d'urgence. Heureusement que j'avais été à l'hôpital, sinon je serais morte et mon bébé aussi. Et j'ai appris que des années plus tard, en ouvrant cette boîte de Pandore consciemment, qu'en fait, là aussi, tout avait été inversé. Alors, qu'est-ce qui a été inversé? Parce que sinon, on comprend entre les lignes ce que ça veut dire. Peut-être que ceux qui nous écoutent ne comprennent pas bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui a été inversé selon toi? Qu'est-ce qui l'est selon toi? En fait, tout. Parce que il n'y a rien qui tient. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que quand tu commences à ouvrir le sujet, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui tient. Alors, de nouveau, j'ai écrit un livre sur l'effet toboggan pendant l'accouchement. Mais focus là-dessus. Et l'effet toboggan, pour le comprendre facilement, c'est comment un geste médical ou une molécule chimique, donc par exemple une péridurale, un déclenchement, rupture artificielle de la poche des os, un toucher vaginal, enfin bref, tout ce qu'on peut traficoter dans un accouchement d'une femme, comment un geste ou une intervention chimique peut créer un problème qu'il va falloir résoudre avec un autre geste et une autre intervention, ok, qui va créer un deuxième problème. Et en fait, c'est ça la mécanique de l'inversion, c'est-à-dire le pompier pyromane, et on en a eu un exemple génial en 2020, comment créer un problème pour mieux le résoudre. Et j'avais fait des vidéos à ce moment-là qui avaient fait un buzz dingue, c'était sur la fabrique du consentement. Quand on veut manipuler les masses, on crée un problème, puis on arrive avec la solution derrière. Et dans la naissance, on est exactement dans ce paradigme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ça dure, hein, c'est pas nouveau non plus. C'est-à-dire que les femmes ne connaissent pas leurs options, donc elles n'en ont pas, et pensent par ignorance, comme moi je pensais par ignorance à l'époque, que heureusement que j'avais été à l'hôpital parce que détresse fœtale du bébé, oh là là, le cœur, etc., etc. Il y en a mais des centaines de milliers. Regarde, chaque seconde, 4 bébés naissent sur Terre. Pour te rendre compte de l'ampleur du phénomène, et chaque année en France, en moyenne, on a 750 000 naissances. 750 000 âmes qui arrivent, avec des statistiques, peut-être on en parlera si ça intéresse les auditeurs, mais l'effet toboggan est omniprésent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet effet toboggan dont je parle dans mon livre, qui est par rapport à l'accouchement, maintenant, je l'élargis. C'est-à-dire que j'en suis arrivée à la conclusion
qu'il commence déjà avant l'accouchement, donc pendant même le début de la grossesse, mais surtout, il se termine à l'âge adulte. Donc en fait, on est en permanence dans notre vie sur l'effet toboggan, d'une façon ou d'une autre, parce qu'aujourd'hui, une quantité colossale d'études que j'ai déterrées d'outre-temps, pour certaines qui datent de plus de 100 ans, hein, sur notamment, et là je vais commencer direct parce que comme ça on perd pas de temps, la consommation du placenta. D'accord, ce qu'on appelle la placentophagie, ce qui fait hurler les gens, mais comment ça, mais cannibalisme, mais comment ça, quelle horreur. Et en réalité, on sait depuis plus de 100 ans, parce que ça a été répertorié, que la femme, comme n'importe quel mammifère, si elle mange le placenta, elle récupère plus vite, elle n'est pas fatiguée, elle n'a pas le baby blues, les trash hormonaux, elle a plein de lait et elle a les super cellules. Le placenta est une bombe, ça vaut plus que de l'or. Et aujourd'hui, au niveau légal, les femmes ne peuvent pas récupérer leur placenta quand elles accouchent en structure hospitalière. C'est considéré comme un déchet médical. Et surtout, on ne sait pas, enfin, on sait très bien comment ils finissent, mais on ne sait pas, ça disparaît. Voilà. J'allais te demander, et justement, oui, qu'advient-il? Ouais. Alors, on entend parfois peut-être les stars hollywoodiennes nous raconter qu'elles ont pu consommer le placenta ou sous différentes formes, ou on a pu entendre ce genre de choses. Donc, tu dis qu'en France, les femmes n'ont pas le droit d'y avoir accès. Alors, c'est ça, c'est que légalement parlant, non. Et ceux qui arrivent encore à récupérer le placenta quand ils accouchent en structure hospitalière, c'est parce qu'ils ont négocié avec les équipes, qui ont été sympas, mais ça se passe limite sous le manteau, hein, pour te dire. Franchement, je suis arrivée un jour à dire aux personnes que j'accompagne, parce que j'anime des ateliers chaque semaine, ce serait plus simple pour toi de te fournir de la cocaïne que de récupérer ton placenta. C'est le constat en France aujourd'hui. Et puis pas qu'en France, hein. Mais oui, effectivement, c'est devenu la croix et la bannière, d'où l'avantage d'accoucher à la maison, parce qu'on fait ce qu'on veut. J'avais notion aussi qu'il fallait peut-être essayer de laisser le cordon ombilical, enfin de couper le plus tardivement possible le cordon ombilical pour que le bébé puisse aussi bénéficier du sang, enfin de tout le contenu du cordon. Oui. C'est du même acabit. Ah bah oui, c'est du même acabit, mais surtout, on va donner un exemple simple, puisque les gens aiment bien, et je pense que cette période qu'on a passée de 4 ans là, a donné le goût, comme peut-être à toi, aux gens de se dire, bah maintenant j'en ai marre qu'on me raconte des salades, je veux comprendre. Et il n'y a pas besoin d'être enceinte ou d'avoir un projet bébé pour vouloir s'intéresser à ça, parce que toi et moi, et les hommes et toutes les personnes qui ne sont pas concernées maintenant directement par la maternité, on a tous un point commun, c'est qu'on est tous sortis d'un utérus et on est tous nés. Donc, si on n'a pas compris comment on est né, on ne peut pas comprendre comment on vit. Ça conditionne notre première expérience sur Terre, conditionne la façon dont on vit dans nos mémoires énergétiques. Et je suis étonnée, je connais une psychiatre qui commence à en parler parce que j'ai parlé de mes conclusions, mais toutes les personnes qui vont faire des thérapies, qui font X, Y choses, j'en connais, ça fait des années, ils me disent, j'ai tout essayé, j'ai fait 1000 trucs, je sais pourquoi je vais mal, mais je vais toujours pas mieux. Et en fait, tant qu'on n'a pas recollé les morceaux de cette première expérience sur Terre, moi, j'en arrive vraiment à la conclusion qu'il manquera toujours la pièce fondamentale du puzzle. Et tu vois, cette histoire de cordon, le sang, c'est notre sang, le symbole de la vie. C'est un liquide sacré, le sang. 30 à 40% de notre volume sanguin quand nous étions dans le ventre de nos mères était dans le placenta. C'est-à-dire, quand toi, tu es née, Katia, au moment où tu es sortie, il y avait à peu près 30 à 40% de ton sang qui était encore dans le placenta. L'avantage, si tu clampes tout de suite et que tu récupères le placenta, c'est qu'il est plein de ce sang. D'accord? Donc, je parle de l'avantage pour tout ce qui concerne la personne qui va récupérer le placenta. Donc, dans le sang du nourrisson, il y a toutes les cellules. Enfin bref, je ne veux pas faire un dessin, c'est logique. Hein. Là, on est vraiment dans plus que du nectar. Maintenant, la nature a prévu que quand le bébé sort, ce qu'on appelle la transfusion placentaire, en quelques minutes, c'est rapide, hein, le placenta transfuse le bébé avec le sang qui reste. Et quand le cordon cesse de battre, c'est le signe que le placenta a fini, il est vidé de son sang. Et c'est là où se produit la délivrance, c'est-à-dire la naissance du placenta. Et donc, qui est beaucoup plus sécuritaire aussi, puisque c'est plus facile pour une femme de sortir un placenta vidé de son sang qu'un placenta avec encore 30 à 40% de volume sanguin. On voit les chiffres de l'INSERM aujourd'hui sur le dernier rapport qui date de 2021. On voit que les hémorragies de la délivrance sont en augmentation. Il y a même une note qui dit dans le rapport, ça j'adore, ces chiffres en augmentation mériteraient qu'on investigue plus dessus. Et on continue de dire dans les médias
que c'est dangereux d'accoucher à la maison alors que les hémorragies de la délivrance à domicile sont infimes par rapport aux chiffres qu'on voit dans les structures hospitalières. Et donc, l'effet toboggan est responsable de ça. Tout en t'écoutant, je me souviens, à l'époque, ça doit être pour la naissance de mon filleul qui aujourd'hui a 13 ans. Je me souviens que sa maman lui avait demandé si elle était d'accord pour faire don. C'était du cordon ombilical, ça te dit quelque chose aussi, ça? Ou du contenu peut-être du cordon ombilical? Ça t'évoque Oui. Je sais pas si ça se fait encore, mais... En fait, tout se donne et tout s'échange, d'accord? Ouais. Tu peux donner tes organes, Oui. tu peux donner ton corps à la science si tu as envie. Donc oui, effectivement, là, on ouvre encore une autre boîte de Pandore. Ouais, tout à fait. Mais en fait, ce sujet-là, pourquoi c'est quelque chose qui m'a passionnée? Parce que comme tu disais tout à l'heure, on ne se sent pas concerné au départ. Mais nous, en tant que femmes, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie féminine. Ce qui ne veut pas dire que j'exclus les hommes. Les hommes ont un rôle très important. Mais en tant que femme, on passe notre vie à accoucher. Et donc, quand toi, tu as donné le jour à ton podcast, c'est un accouchement. Les énergies sont les mêmes. Les mêmes. Les femmes ont ça, c'est-à-dire qu'elles ont ce canal qui s'ouvre et qui met l'idée, le concept et l'énergie dans la matière. Ce sont des alchimistes. D'accord? Et cette énergie-là, de la femme qui passe sa vie à coucher, j'en ai des frissons quand je te le dis, c'est depuis notre plus tendre enfance, nous sommes ces alchimistes-là. Et donc, quand je te parlais de la big picture, c'est que pour moi, le sujet de la naissance, la renaissance à soi, c'est le message extraordinaire de cet enfantement-là, parce que maintenant on appelle l'accouchement, mais au départ, on appelait ça l'enfantement, c'est se réapproprier le souvenir de qui nous sommes, parce qu'on traverse dans ce défi de la naissance d'un enfant la peur fondamentale qui nous habite, qui est la peur de mourir. Et donc, c'est le seul défi dans notre vie dans lequel il n'y a pas de bouton stop. Tous les autres défis, on peut renoncer. On peut toujours dire, ah, finalement, je veux plus. Tu veux lancer ton podcast, tu peux toujours renoncer et puis te dire, dans une période de désespoir, ah, je renonce, je jette l'éponge. Tu peux. Tandis qu'un bébé, il faut le sortir. Donc, si tu le sors pas toi, on va le sortir de gré ou de force, comme on dit. Tu vois? Et donc, c'est cette intensité-là qui m'a vraiment embarquée dans une aventure sans fin parce que je me rends compte que les femmes, quand elles quittent l'accompagnement, qu'elles ont pu transcender cette peur fondamentale, elles reviennent complètement transformées. Et c'est pas juste un travail sur soi, ça n'a rien à voir, c'est qu'elles reviennent avec une nouvelle identité. Ces femmes-là sont ce que j'appelle vraiment la femme souveraine. C'est pas la femme puissante, c'est encore autre chose. Moi, je travaille vraiment sur ces trois énergies, mais la petite fille, elle est plus là. La petite fille, elle est partie. Celle qui, justement, fait ce qu'on lui dit sans se poser de questions, celle qui n'ose pas, celle qui a peur du jugement des autres, celle qui toujours se dit, bon, on va me choper les doigts dans le pot de confiture parce que j'ai fait ou j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Et ces femmes-là reviennent en disant, j'ai une confiance en moi que j'aurais jamais imaginée. Et donc, elles sont dangereuses pour le système. Et c'est ça qui me plaît. C'est ce qu'on entend dans les témoignages. Je veux dire, quand elles viennent raconter leur expérience d'accouchement à la maison, comme tu dis, quand il n'y a pas de problématique médicale en amont et que tout peut bien se passer à la maison, c'est assez incroyable de les entendre s'exprimer, le avant-après. En fait, il y a une force, effectivement. Et puis, c'est autour de la maternité, mais pas que. C'est dans leur vie en général, en fait, dans leur prise de décision. Oui. Oui, ouais. Il y a une phrase que tu as notée, alors je sais plus si c'est sur ton site ou que je t'ai entendu raconter, tu dis avoir vécu toi-même une expérience mystique, sacrée, cosmique lors de ton dernier accouchement. Ça interpelle quand même. J'ai peu de femmes autour de moi qui m'ont raconté avoir vécu cette expérience-là, ou alors ça se dit pas, ou alors il faut vraiment être dans les conditions dans lesquelles toi tu as accouché pour pouvoir avoir accès à ça, ou peut-être comment dire, être embarqué dans la spiritualité comme tu l'es toi, ou être déjà connecté à quelque chose, mais à quoi est-ce que tu t'es connecté ou qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui peut se raconter ou on le garde un peu mystérieux, secret c'est le Non, le secret garde des pas, dieux. justement. C'est le travail d'une vie de le transmettre et puis surtout de dire aux gens, vous êtes capables d'aller toucher ces mondes-là. Il n'y a pas besoin d'être un moine bouddhiste ou un yogi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, et ça a été vraiment là la clé qui m'a fait comprendre tout ça, c'est que les ondes cérébrales de l'enfantement ne sont pas les ondes cérébrales de notre vie du quotidien. Et pour toucher cette hyperconnexion, j'appelle ça l'hyperconnexion, c'est-à-dire
je ne suis plus dans l'espace-temps, je suis dans le temps-espace. Donc là, on est vraiment dans la physique quantique, c'est-à-dire que je ne suis plus dans l'espace infini. Le Newton, c'est ça, c'est le temps linéaire, hein, l'espace infini. Je suis dans le temps infini. Et donc, l'espace en temps quantique, c'est je suis toutes les temporalités en même temps. C'est ça qui est transcendantal. C'est qu'il n'y a plus d'avant-après et il n'y a plus de déconnexion à quoi que ce soit. C'est l'hyperconnexion. Alors là, je résume rapidement, hein, évidemment, on pourrait reprendre point par point, mais ça, moi, j'accompagne les gens des mois pour qu'ils captent tous ces trucs-là. Donc, pas de panique si on comprend pas. C'est un peu accéléré, bien évidemment, mais en fait, l'antidote de la peur, souvent les gens se disent, il faut que je prenne mon courage à deux mains pour plus que j'ai peur. Ça n'a rien à voir. L'antidote de la peur, c'est pas le courage, c'est l'amour. Mais c'est pas l'amour niais et romantique. C'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau d'une porte qu'on appelle les chakras, du cœur notamment, qui fait qu'on sent qu'il n'y a plus d'espace pour la division. On est dans une confiance absolue qui n'est pas la confiance de l'ignorance que j'avais à l'époque, où je me disais, pour accoucher ma première fille, je fais confiance, on est faite pour ça, je vais bien y arriver. C'est pas cette confiance-là dont je parle. C'est vraiment la confiance qui vient parce qu'on est hyper connecté, on n'a plus peur parce qu'on a une expertise, on sait ce qui se passe et on traverse des ondes cérébrales qui sont spécifiques pendant ce moment-là de la naissance que certains yogis touchent parce que ça se travaille, ça, en méditation. On peut toucher ces états de transcendance puisque la méditation transcendantale va travailler sur un certain type d'onde cérébrale qu'on vit en accouchant. C'est pour ça que quand je parle de faire sa mise à jour, moi, c'est vraiment un pan de mon accompagnement central. C'est faire sa mise à jour parce que tout le monde aujourd'hui fait la mise à jour de son téléphone portable, par exemple. Alors, des fois, on n'a pas envie de le faire parce que ça prend du temps. N'empêche que si aujourd'hui, je te dis, Katia, tu fais plus de mise à jour de ton téléphone pendant 5 ans, tu vas me dire, mais il n'y a plus rien qui fonctionne. Déjà, dans un an, ça risque d'être compliqué. Alors, imagine une personne à 45 ou 50 ans qui a jamais fait de mise à jour, dans quel état elle est, tu vois? Et donc, l'avantage de passer avec un travail sur ces ondes cérébrales, c'est que tu peux directement aller dans ce que j'appelle la salle des coffres. C'est là où il y a toute ta programmation. Et Dieu sait si j'en ai fait des contenus sur la programmation, hein. C'est comment aujourd'hui, à 35 ans, on sait que plus ou moins 95% de nos attitudes, nos pensées, nos actions sont stéréotypées. Elles sont programmées. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Ce sont des recherches qui sont faites sur les comportements humains. La seule façon de sortir de cette roue du hamster, c'est de se reprogrammer et on peut pas le faire en discutant. Là, on discute, les gens qui nous écoutent ou qui font du repassage ou je sais pas quoi, ils sont en onde bêta. C'est les ondes bêta. Et en onde bêta, quand je vais chez mon psy, je suis en onde bêta. Si tu discutes avec ta voisine, tu es en onde bêta. Si tu pars en transcendance, tu n'es pas en onde bêta. Et c'est pour ça que ça fonctionne et qu'il n'y a pas besoin de temps linéaire. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans ou 20 ans de psychanalyse parce qu'on voit bien qu'on sait pourquoi on va mal, mais on va toujours pas mieux. Et en fait, quand on parle de Great Reset, ça me fait rire parce qu'on de quel Great Reset on parle? Là, c'est il y a un vraiment double. Oui, c'est ça. Là, on peut vraiment faire une mise à jour de soi-même en touchant cette ultra connexion et qui fait que, tu vois, j'avais un papa que j'avais interviewé, il disait, c'est tellement dingue ce qu'on a vécu que c'est ineffable. Et lui, c'est pas lui qui a accouché physiquement, c'est sa femme, mais il était là. Et il dit, c'est ineffable, je ne peux pas mettre de mots. Je suis maintenant devenu un homme et pourtant j'avais déjà un fils, mais maintenant il y a quelque chose en moi qui s'est enclenché et c'est ça la souveraineté. Donc, en fait, c'est vrai que c'est difficile de transmettre ce qu'on touche, mais ce qu'on touche, c'est un état d'être, une posture où la peur n'existe plus. C'est ça l'hyperconnexion. Je sais. J'ai une profonde, c'est même plus que de l'intuition. C'est pas, je sais et c'est non négociable. OK? Ça, tu mets une personne qui commence à être dans cette posture, dans une pièce, la pièce commence à tourner différemment en termes de vibration de ce qui se passe. T'en mets 2, t'en mets 3, tu mets là 10% d'une ville comme ça. Imagine juste ce que ça donne. OK? Et donc, le jour où je me suis rendu compte que
si j'avais envie d'être utile à quelque chose dans mon passage sur Terre, c'était là la clé pour moi, de transmettre ça. Je me suis dit, OK, fonce parce que c'est comme ça que je vais pouvoir maintenant aider et surtout voir des résultats. C'est plus en mettant l'attention des gens sur ce qui va pas. OK? Il faut transmuter ça et en faire quelque chose après parce que les gens se réapproprient leur propre souveraineté. Et c'est le gros piège quand tu disais, s'informe beaucoup, etc., etc., c'est que ça donne un sentiment d'impuissance. Et c'est voulu. C'est voulu. Parce que quand tout nous dépasse et qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire, on se sent plus petit qu'une montagne et on se dit, de toute façon, je pourrais rien y changer. Hein. Donc, en fait, si, on peut tout changer à travers la naissance, parce que si tu veux attaquer une civilisation, tu attaques la naissance. Je pense, je retrouve pas le nom de celui qui a écrit ou La fabrique des crétins. Oui. Pépin. Non, Pépin, c'est l'échec. Je crois que c'était la vertu de l'échec. Je sais plus comment s'appelait le. Oui, oui, je vois lequel tu sais. Mais j'ai déjà écouté en interview, il a un discours très tranché qui peut bousculer et clivant parce que c'est une posture. Enfin, on a du mal à imaginer que l'éducation qu'on reçoit à l'école n'est pas faite pour nous amener vers plus de connaissances, plus d'autonomie. Après, tu vois, de nouveau, tout dépend ce qu'on entend par connaissance et autonomie. Si la connaissance, c'est se bourrer le crâne pour effectivement avoir un diplôme qu'on accroche au mur et avoir une qualification qui fait qu'on peut avoir un travail euh, et une sécurité sociale, comme on dit, et vivre dans le monde de la sécurité, eh bien, oui, ça peut permettre un certain type d'autonomie ou du moins un mirage d'autonomie. Parce qu'on se dit, moi, je suis pas sous un pont. Et le problème, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on met dans les mots qu'on utilise. Mais l'école n'a jamais été faite pour rendre les gens fondamentalement souverains ou autonomes. Non, c'est pas fait pour ça. C'est comme l'industrialisation. Tu vois, à un moment donné, il faut bien avoir des champs de blé, avoir la permaculture. Tu vois, c'est pas rentable. Si tu veux avoir des masses qui produisent, tu peux pas commencer à faire de la permaculture dans l'esprit de l'industrialisation. Comme on le disait dans une émission que j'avais faite qui s'appelait Zéro Pointé, l'aventure de l'échec scolaire. On plante les tomates au même moment, puis on les récolte au même moment. Mais c'est ce qu'on fait avec nos enfants. On les met à l'école à telle date, puis on les récolte au bac. Et puis, on baisse de plus en plus le niveau pour avoir le diplôme, parce que comme ça, il y a de plus en plus qui l'ont. Puis, en fait, aujourd'hui, si tu n'as pas au moins un master, tu es une quiche, tu vois. Alors qu'à l'époque, tu avais fini les premières écoles, c'était très bien. Donc maintenant, c'est la course au diplôme. Mais de plus en plus de personnes commencent à ouvrir les yeux aussi à ce niveau-là. Oui, oui, oui. Ça vient lentement. C'est aussi s'attaquer à un gros dossier que de remettre en question l'éducation, la scolarisation. Après, quand on rattache tout, quand on voit aussi que l'instruction en famille n'est plus aussi accessible qu'elle l'était jusqu'à depuis 2 ans, que les critères d'admission, d'inclusion sont extrêmement restrictifs. Il y a plus cette liberté-là non plus. Enfin, l'air de rien, quand on commence vraiment à regarder ce qui se passe, effectivement, on peut vraiment se poser des questions. Mais oui. Je crois qu'on n'a pas précisé quand même que tu es spécialisé quand même dans la physiologie de la naissance et de la périnatalité, que tu as créé un mastermind de la naissance. Je suis pas certaine qu'on l'ait mentionné au départ. Peut-être pour recontextualiser. Et j'ai vu que ces jours-ci, tu avais organisé un baby bootcamp. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'était ces 3 jours que tu as animé On a fait 3 jours d'événements virtuels parce que c'est trop dommage de faire des événements en présentiel, ça limite beaucoup de personnes. Et donc là, on a des gens de partout qui se connectent avec la technologie. Aujourd'hui, on peut connecter et échanger avec des gens du monde entier. Et pendant 3 jours, j'ai expliqué les phénomènes qui font qu'aujourd'hui, le défi de la naissance est le moment capital, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les personnes qui s'intéressent au sujet ou même pour les professionnels, parce que j'accompagne aussi des professionnels qui se rendent compte qu'il y a un message là derrière tout ça. Et quand je disais tout à l'heure que la femme passe sa vie à accoucher, c'est une accoucheuse de projets, de concepts, elle matérialise l'énergie à travers sa créativité. Eh bien, ces 3 jours-là me permettent d'expliquer en à peu près, je dirais, 9-10 heures de temps, ce que je n'ai pas le temps d'expliquer dans un format podcast parce que c'est beaucoup plus court. Et ça amène les gens dans un type de réflexion
sur leur blocage. Pourquoi j'en suis toujours là? Pourquoi si j'ai envie de donner naissance à mon enfant de façon naturelle, quelles sont les questions à se poser? Parce que c'est pas juste de se dire: «Ah moi je suis anti-péridurale», ça sert à rien de réfléchir comme ça mène nulle part. Moi j'accompagne pas les gens qui veulent juste, ça, hein. C'est vraiment une transformation profonde et de comprendre que, le message de la naissance, ce n'est pas je suis la victime d'un système, il faut que je me batte contre. Ça, c'est l'énergie de la petite fille. Donc, dans ces trainings que je fais, et alors évidemment dans le mastermind, parce que c'est comme un accompagnement de plusieurs mois, je parle de ces 3 types d'énergie qui font qu'on passe de l'énergie de la petite fille, et encore une fois, il y a des femmes qui resteront toute leur vie bloquées là-dedans, c'est pas grave, on reviendra pour un tour, mais cette énergie-là, aujourd'hui, elle prend beaucoup de place. Les gens n'en veulent plus, mais ils comprennent pas qu'en fait, il y a des étapes et j'explique le parallèle entre la naissance, donner naissance et se donner naissance, OK? Les processus sont les mêmes. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais, quand tu lances ton activité, parce que, tu vois, je vais te donner un exemple. Ce qui m'a fait beaucoup avancer, c'est d'observer les femmes, de les écouter, d'animer des groupes. Donc moi, j'ai fait des travaux de recherche comme ça, alors, pendant longtemps, hein, donc je prenais des groupes, j'animais des groupes. Et puis, je les écoutais parler. Donc, 2 fois par semaine, des réunions, 2 heures, et j'écoutais les femmes. Alors, on faisait des tours de table. Et en écoutant les femmes parler, je me suis rendu compte que tout était saucissonné. Tout était saucissonné. Donc, il y a ma vie de mère, il y a ma vie de femme, il y a ma vie financière, et là, c'est compliqué parce que si j'ai un enfant, est-ce que je dois sacrifier quelque chose? Et puis, il y a cette énergie de lutte, toujours, évidemment, bien alimentée par le féminisme, hein, qui a causé, alors là, j'ai fait une conférence l'autre jour sur ça. Comment le féminisme a foiré totalement le message fondamental de la naissance, d'accord? Notamment avec Elisabeth Badinter, où je me suis déchaînée dans ma conférence, mais à juste titre, d'accord? Donc ça, c'est encore un autre sujet. Et en fait, ces femmes-là, chaque fois me disaient, mais bon, moi, c'est bien beau, mais il me manque quelque chose, c'est la liberté. Et aujourd'hui, si tu veux être libre, tu dois avoir suffisamment d'argent pour être libre. Et les femmes aujourd'hui ont un dilemme avec ça. Parce que souvent on me dit, mais moi, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de m'approprier ça, j'ai envie, mais je ne peux pas. J'ai envie de transmettre, ou même des sages-femmes, des gens, plein de passions, des passionnés qui ne peuvent pas vivre de leur passion et avoir un impact positif sur les autres. D'accord? Parce que ça demande des ressources. Moi, je dis tout le temps, si tu veux aider beaucoup de monde, tu as intérêt d'avoir beaucoup d'argent, sinon tu touches personne. Si tu veux créer des dispensaires, des centres, des orphelinats, des centres de séminaires, les maçons, les électriciens et les architectes, tu peux leur faire des bisous, des cœurs, ils s'en foutent complètement, hein, que tu t'appelles Katia, Emma ou je sais pas qui. Tu vois? Il faut avoir beaucoup d'argent pour aider beaucoup de personnes. Oui. Et donc, ces femmes-là qui se retrouvent coincées entre des fausses croyances, des dilemmes. Ça s'est arrêté à dilemme. L'image s'est figée et je n'ai plus du tout entendu ce que tu m'as dit après, si tu m'as parlé. Ah d'accord, oui, j'ai continué ma phrase, Ok, tout à et fait. là j'ai un message connexion instable. Alors ça m'arrive assez rarement sur Zoom, mais des fois ça m'arrive sur des thématiques un peu... En fait, ce que j'expliquais, c'est vraiment ce parallèle entre cette fameuse phase de désespérance qu'on vit quand on doit traverser la peur de l'accouchement. On se dit, je vais pas y arriver, c'est trop dur, je vais mourir, etc. Et cette phase de désespérance, on la vit dans notre vie de tous les jours. Quand on veut justement se lancer, il y a toujours un moment où on se dit, je vais pas y arriver, c'est trop dur, je sais pas par où commencer, etc. Et donc, quand on est armé et qu'on sait quelles sont ces étapes qui sont toujours les mêmes et qu'on est accompagné, eh bien, on arrive à pouvoir renaître aussi à travers cette expérience. C'est aussi une transformation. C'est pour ça que je me concentre vraiment sur les femmes, parce que je me rends compte que c'est pas dans la lutte que la solution existe, c'est justement dans l'alchimie et d'avoir un chemin où il y a ce partage d'expérience. C'est vraiment ça, pour moi, la route en or. C'est de pouvoir aller sur une route où il y a un phénomène d'inspiration et d'aspiration. Et c'est pas la lutte contre un système. Ça, c'est fini, ça. C'est terminé, ces énergies de bagarre. Et quand la femme arrive dans une posture souveraine,
Le système, c'est elle qui le crée. Quel Ça retour va tu loin, as de toutes ces femmes que tu as accompagnées jusqu'à présent là? Est-ce qu'il y a suffisamment de recul pour pouvoir, dire effectivement les répercussions positives que ça peut avoir dans leur vie de manière, Ah ben c'est générale? Ou c'est ah un mais peu c'est trop tôt? énorme. Ouais. Ah non, non, c'est pas trop tôt. Mais Mmh. ça fait des années. Là, j'ai lancé un format type mastermind où effectivement, c'est un format hybride. Il y a des cours en ligne, il y a des ateliers avec moi toutes les semaines. Et puis, il y a une communauté. Donc ça, c'est vraiment un format qui donne des résultats sans commune mesure parce qu'il y a une vraie synergie. Quand j'animais que des groupes avant, il n'y avait pas forcément de cours, il n'y avait pas forcément d'ateliers autant. Et puis, il n'y avait pas de communauté. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait mes recherches. Je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de devoir choisir un format, j'ai mis tous les formats en un. Mais même avant ce format-là, les gens, mais fondamentalement, comprennent que tout se passe dans leur mise à jour. En fait, c'est simple. Tu vois, aujourd'hui, et toutes les personnes qui écoutent et qui écouteront ce podcast, nous sommes tous la version la plus basse de nous-mêmes que nous pouvons tolérer. Donc, je répète parce qu'au début, ça fait un peu mal aux oreilles. Et j'ai envie Mais de te dire: «C'est-à-dire?» c'est-à-dire, nous sommes, on pense qu'on est la meilleure version de nous-mêmes, mais pas du tout. Ça, c'est un rêve dans lequel on se berce. Hein. C'est comme, ah, je vais accoucher le plus naturellement possible. Oui, ça, c'est un rêve dans lequel tu te berces. Maintenant, quels sont les moyens que tu mets à disposition pour y arriver? Ok, qu'est-ce que tu fais? Parce que on est tous en train de se bercer d'illusions en permanence. On vit dans les histoires qu'on se raconte. Et c'est pour ça que les médias fonctionnent bien parce qu'on est en état d'hypnose et on pense que c'est vraiment vrai, qu'on vit vraiment cette vie. C'est pour ça que Netflix cartonne, hein, parce qu'on vit à travers Mmh. les héros de nos séries. Bon. Et il me semble d'ailleurs que toi, ça fait partie des questions que tu poses à tes invités sur leurs héros et les films pour Oui, dans le comprendre leur portrait univers. chinois à la fin, oui, oui. En fait, c'est vrai que cet état-là est basique et donc nous ne sommes pas la meilleure version de nous-mêmes, nous sommes juste la version la plus basse de nous-mêmes qu'on peut tolérer jusqu'au jour où on se dit maintenant ça suffit, il faut que ça change. Mais on n'est pas la meilleure version de nous-mêmes parce que notre cerveau n'est pas fait pour nous faire du bien, il est fait pour nous faire plaisir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, pourquoi on sait que fumer c'est mal, mais on continue de fumer? Enfin, moi, je fume plus depuis belle lurette, mais j'ai fumé. Et je me souviens, quand je fumais, je savais très bien que c'était pas bien pour moi, mais ça me faisait plaisir sur le moment parce qu'il y a le phénomène de dopamine. Et la dopamine est reine dans notre monde aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ouais, le circuit de la récompense. Ben oui, Mmh. c'est ça. Donc, pourquoi on est la version la plus basse de nous-mêmes? Parce qu'on n'est pas fait pour réfléchir à long terme pour ce qui est bon pour nous, mais juste pour se faire du bien maintenant, ou du moins échapper au pire scénario, mais tant que ça nous demande pas trop d'efforts, parce qu'on est toujours en mode réserve économie d'énergie. L'humain est comme ça, hein. C'est la nature humaine. Mais au fond de nous, il y a une particule qui ne demande qu'à éclore, et cette particule-là, elle existe en chacun de nous. Et c'est vrai que des grandes expériences de vie font que nous arrivons à toucher cette particule beaucoup plus vite, tu vois. Dans des moments où il y a un accident très violent, des personnes qui frôlent la mort. Pourquoi les personnes, tout de suite en un temps record, ah, j'ai eu un déclic. C'est ça, en fait. C'est parce que tu vas toucher cette particule de l'essentiel que tu avais Mmh. perdu de vue parce que tu étais dans ta roue du hamster. Et quand je parlais tout à l'heure des ondes cérébrales, on sait aujourd'hui que ce phénomène de répétition qu'on a et qui fait qu'à 35 ans, 95% de nos actions sont automatisées, ça crée une accoutumance, comme tu fumes une cigarette, tu bois de l'alcool, le sucre. C'est la même chose parce que les décharges d'hormones que nous avons, par exemple cortisol, stress, adrénaline, créent un circuit dans notre corps. Alors, je la fais vite, hein, l'explication, mais juste comprendre que ça crée un réseau addictif dans notre corps qui fait que, et c'est ce que je transmets dans la partie du mastermind sur cet aspect-là, de la mise à jour, on est accro au malheur. Aujourd'hui, scientifiquement, on peut expliquer pourquoi des gens sont accros à une vie qu'ils n'aiment pas. C'est dingue, hein? Tu saurais nous l'expliquer en quelques mots? Tu te Ben c'est ça, c'est souviens? qu'en fait, le plus gros dealer du monde, c'est notre cerveau. Donc, notre cerveau, lui, il se pose pas la question si c'est bien ou si c'est mal. Lui, il fait juste ce pourquoi il est fait, c'est nous amener à survivre. Donc, si tu passes ton temps à te faire des décharges massives
de stress, de cortisol notamment, le cortisol qui est vraiment ce qui reste et qui s'imprègne. Et dans la vie intra-utérine, une mère qui est enceinte, qui a son bébé dans son ventre, qui passe son temps à se stresser parce qu'elle a des examens stressants, parce que la conjoncture est stressante, etc., etc. Déjà, même le bébé, lui, il est dans le liquide amniotique, qui est un superconducteur rempli d'hormones du stress. Et donc, en fait, ça crée une boucle, un circuit avec notre cerveau et le corps. C'est vraiment un ping-pong en permanence entre les hormones et les imprégnations au niveau de nos circuits neuronaux qui fait qu'on crée une boucle répétitive. Au même titre que si tu commences à te déprogrammer et à te mettre dans un certain type d'onde qui t'apporte du bien, pourquoi des femmes, par exemple, ont des rituels le matin, elles font tout le temps leur yoga, elles ont besoin de ça. Au bout d'un moment, au bout de tant de semaines, parce qu'elles ont reprogrammé le circuit. OK ? Donc, c'est juste ça. Le cerveau se pose pas la question si c'est bien ou si c'est mal. Il y a plus ce genre de considération-là. Mais on est toujours la version la plus basse de nous-mêmes qu'on peut tolérer parce qu'on est accoutumé à un certain cycle. Et donc, la seule façon de passer à la meilleure version de nous-mêmes, et il n'y en a pas d'autre, c'est de monter ses standards. C'est dire ça, je veux plus, ça, je veux plus, ça, je veux plus. Maintenant, je veux ça. C'est-à-dire que c'est pas j'ai le droit et je m'autorise à ce qu'on me jette des miettes à la tronche, hein, et puis on me dit allez, parce qu'on se dit dans notre culture, c'est très bien, on a 4 semaines de vacances payées par année. Je prends un exemple tout simple parce que ça parle à tout le monde. 5. La seule façon de se libérer de ces programmations pour passer dans un système qu'on choisit, c'est de se dire ça, je tolère plus en fait. Moi, mon standard, c'est pas ça. Et cette prison-là, elle n'est pas dans les lois, elle n'est pas dans le système, elle n'est pas dans les protocoles hospitaliers, elle est dans la tête des gens. Les barreaux sont dans nos têtes. C'est un truc de fou. Oui, on est conditionné à ne pas pouvoir penser autre chose. Oui, ou même penser ou à se satisfaire de ça, en fait. Oui. Oui, et de le trouver extraordinaire parce que tu ne peux pas contenir par la force les masses. Tu es obligé de faire en sorte qu'elles lustrent leur prison avec un petit chiffon microfibre et le bon spray qui va avec et qu'elles en prennent soin. Et quand tu as réussi ça, tu as gagné. Alors, je dis pas ça pour miner les gens, mais c'est un message d'espoir au contraire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de lutte. Il n'y a aucune lutte à faire. C'est vraiment une naissance à soi, mais c'est surtout une décision fondamentale à prendre. Et en dehors de la tout à l'heure, qu'est-ce qu'on en fait après, une fois qu'on se pose des questions? Oui, tout à fait. Et en dehors de l'accompagnement à la naissance, est-ce que tu proposes aussi des accompagnements pour pouvoir aussi avoir accès à cette souveraineté-là sans passer par l'accouchement, de naître à soi autrement, sans passer par la maternité? Est-ce que tu proposes aussi ces accompagnements-là ou pas? Oui. Oui. C'est vrai que j'ai beaucoup de demandes et en fait, c'est vraiment quelque chose que je fais en fonction des personnes. Donc, quand on vient vers moi, je regarde quel est l'objectif. Parce que de nouveau, comme je le disais, travailler avec moi, c'est pas une sinécure. Je pousse les gens dans leur retranchement et il faut vraiment avoir envie de passer dans ce nouveau paradigme-là. Parce que sinon, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour y aller, on va dire, tranquillement. Mais les personnes qui vraiment aujourd'hui sont déterminées, je les accompagne, bien évidemment. Des personnes qui, plutôt, on va dire, ont commencé par le mastermind de la naissance, puis qui ont commencé à ouvrir des perceptions qu'elles n'avaient pas imaginées avant. Et c'est souvent des personnes qui ont été surprises parce qu'elles sont venues pour un projet, on va dire, ou professionnel autour de la périnatalité, ou des parents, puis qui se sont dit, ah ouais, mais en fait, j'avais pas vu ça arriver. Et c'est là où, justement, elles embrayent sur cette renaissance à elles-mêmes. Mais évidemment, pour moi, en tant que femme, aujourd'hui, c'est important de comprendre ces mécanismes parce que tout est en parallèle. La façon dont nous sommes nés conditionne la façon dont nous vivons. Oui, c'est un message, mais on s'en préoccupe tellement pas de comment on est né. C'est ça. D'où te vient cette curiosité pour le fonctionnement du cerveau, pour cette recherche de vérité, pour cette compréhension du monde? Tu disais que c'était depuis que tu étais toute petite. Alors, le fonctionnement du monde, ou plutôt ces questions existentielles, ça a toujours été quelque chose qui m'a habité. C'est pas venu, c'est comme ça. Je suis outillée comme ça à me poser des questions. Bon, la vie, après, avec ces expériences, ont fait que je me suis intéressée à comment fonctionnait le cerveau, puisque quand j'avais 18 ans,
J'étais en train de passer mon bac. Alors, à Genève, en Suisse, on appelle ça la maturité fédérale. C'est l'équivalent du bac. Et mon père, cette année-là, a eu sa première hémorragie cérébrale. Il en a eu plusieurs pendant les 10 années qui ont suivi. Donc, j'ai vu comment des hémorragies dans un cerveau peuvent attaquer les neurones et comment ça change l'attitude évidemment physique de la personne dans sa motricité, mais en plus, la façon dont la personne va séquencer et organiser ses phrases, restituer ses émotions et surtout quitter l'espace-temps. Ça m'a complètement fascinée. Alors évidemment, c'était une période extrêmement difficile parce que j'ai dû faire le deuil d'une personne qui était encore en vie. Et ça, c'est quelque chose que je connais très bien parce que 10 ans, et en plus à l'âge de 18 ans, ben, on n'est pas préparé à ça. Et en même temps, ça m'a ouvert un monde en me disant, mais alors, qui sommes-nous? C'est la personne que je vois là, c'est qui? Et c'est pour ça que je peux pas répondre quand on me dit qui es-tu? J'en sais absolument rien. Parce que je sais comment je me comporte maintenant. Je sais quelles sont mes pensées. Et on saura jamais vraiment de façon absolue. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce moment de super connexion, en fait, on se pose pas la question de qui on est dans ces moments-là. On sait juste qu'on est. NAIT et Ouais. EST. Et d'où te vient cette force et combativité? Moi, j'avais l'image d'une guerrière qui m'est venue quand j'ai préparé cette interview. Tu m'as demandé alors, en amont qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut pas dire. J'ai dit, mais on peut absolument tout se dire. Et justement, c'est ça que j'aime aussi chez toi, c'est cette capacité que tu as à t'affranchir de la bien-pensance, à bousculer les codes, à être affirmé dans ta parole et ta confiance. Voilà, comment dire, t'es presque inébranlable. Alors, de ce que tu laisses paraître, je pense que tu as vécu des moments difficiles aussi quand même, peut-être ces dernières années sur tes prises de position, mais d'où vient cette force-là? Alors, est-ce que ça fait le lien avec l'expérience que tu me racontes par rapport à ton papa quand tu avais 18 ans aussi? Est-ce que ça t'a forgé aussi, j'allais Mmh. dire une carapace, c'est peut-être pas ça, mais Mmh. ça t'a fait maturer plus rapidement? Sans aucun doute. Je pense qu'il y a la base hein, qui fait que nous sommes tous différents, donc il y avait un terreau. Et puis, évidemment que la vie, là, je vais parler de cet épisode-là, mais il y en a eu plein d'autres. Hein. C'était pas le seul clash que j'ai vécu. Donc, évidemment que la souffrance fait que l'humain avance beaucoup plus vite. C'est le cadeau évolutif de la souffrance. Et il y a une chose que je supporte pas, c'est le gâchis. Et ça m'a toujours habité. Je me suis toujours dit, bah, quitte à souffrir, il faut au moins que ça soit utile. Parce que souffrir pour rien, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça rejoint toujours d'essayer de comprendre le sens des choses. Et finalement, ce qui compte, c'est sa vérité à soi. Moi, je dis toujours, ça m'est complètement égal. Je suis pas là pour évangéliser les autres. Et c'est pour ça que je le vis très bien. Et surtout, j'ai été tellement jugée toute ma vie que, en fait, ça a été le plus beau cadeau que j'ai reçu. C'est que ça n'a été que crescendo. Et en fait, à partir du moment où j'ai complètement renoncé et abandonné l'image que les gens pouvaient avoir de moi et que je me suis vraiment réapproprié ce calme en disant, mais en fait, je ne suis pas là pour être aimée. Donc, quand ça s'est réuni en moi, eh bien, ça m'a permis de faire ce pourquoi je pense être là. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, soit une voix, pas un écho. Si aujourd'hui tu veux être aimé, c'est mieux d'être un écho, effectivement. C'est une option beaucoup plus sûre. Je parlais de la sécurité tout à l'heure. J'encourage toutes les personnes qui veulent être tranquilles à partir sur l'option écho, dans tous les sens du terme. Maintenant. Oui, bah, le double ou triple sens des mots, tu vois, un peu. Ou langage des oiseaux, enfin, tu vois. Ah oui, bien sûr. Mais effectivement, trouver sa voie aussi dans tous les sens du terme, c'est pas une route facile, mais la facilité, ça m'intéresse pas. Et même avec les gens, ma mère m'a toujours dit, d'ailleurs, je suis sûre qu'elle écoutera ce podcast parce elle écoute chaque fois. Chaque fois, je dis à maman, maman, pourquoi tu continues d'écouter ce que je raconte? Tu connais ce que je veux dire? Elle me dit, oui, mais j'adore. Alors, je le dis parce que je sais qu'elle va m'écouter. Et ça a été un grand cadeau qu'elle m'a fait. Elle m'a dit, tu sais, ma chérie, tu peux choisir. Tu as deux choix dans ta vie. Ou
tu fais en sorte que ta vie soit une comédie ou tu fais en sorte que ta vie soit une tragédie. Et moi, j'ai tout de suite choisi mon camp parce que vivre dans la lamentation, c'est pas pour moi. Je suis trop vivante pour ça. J'ai cette force en moi, j'ai ce feu qui m'habite que beaucoup ont essayé d'éteindre parce que forcément, ça les renvoie à leur propre malheur et leur propre choix de libre arbitre sur la voie de l'écho. Et en fait, le jour où j'ai compris que j'étais juste un miroir de l'autre, j'ai compris que surtout, ça ne me concernait pas, ces attaques. Elles ne m'étaient pas destinées. Tu as dit tout à l'heure que tu avais connaissance qu'il y avait une psychiatre qui était peut-être un petit peu ouverte à ce que tu fais ou qui est peut-être dans cette dynamique-là. Quelles sont Mmh. les autres personnes qui sont dans cette même vision du monde que toi par rapport à la maternité? Est-ce que tu sais s'il y a d'autres professionnels qui proposent ce que tu proposes toi dans tes accompagnements? À quel plan? Sur quel plan? De reprendre sa souveraineté, de reprendre son pouvoir tu vois, dans la maternité, dans la naissance, Mmh. Mais alors là, c'est difficile de te répondre parce que, en tout cas, dans le monde francophone, aujourd'hui, je ne connais pas de personne qui relie ces points-là comme je le fais. C'est vrai que, à ma connaissance, pas. C'est-à-dire que tu as, beaucoup de personnes qui parlent de la physiologie et qui en parlent très bien. Après, sont-elles passées par, un accouchement seul, après c'est autre chose à discuter, de voir entre la théorie et la pratique, il y a aussi tout un monde, hein. C'est pour mmh. ça que moi, personnellement, j'aime être accompagnée par des gens qui sont déjà là où je veux aller. Mais ça, c'est mon point de vue. Après, ça dépend, chacun est différent. Maintenant, par rapport à ce mélange et cette interconnexion du message de la naissance à travers le message de la naissance à soi, je ne peux pas te répondre parce que à ma connaissance, je ne connais personne, dans cet univers-là qui parle de tout ça. Et quel Et c'est écho? peut-être pour ça que les Ouais, professionnels viennent chez moi d'ailleurs. d'accord. Alors c'est ce que j'ai demandé. Quel écho tu as chez les professionnels? Ah ben exceptionnel. Et justement, après ces 3 jours de séminaire virtuel, beaucoup de professionnels viennent dire: «Mais en fait, j'ai compris maintenant, il y avait quelque chose en moi où je sentais il me manquait quelque chose, une pièce du puzzle et maintenant je veux à mon tour impacter, les femmes, peu importe parce que de la grossesse évidemment là, c'est le point culminant, mais il y a beaucoup de professionnels qui accompagnent les femmes sur toute leur cycle de vie de la puberté jusqu'à la ménopause. Et donc de comprendre que nous sommes en permanence en train d'accoucher a fait tellement sens à ces professionnels. On a beaucoup qui veulent venir maintenant, pour, à leur tour pouvoir apprendre cette approche-là, parce que moi je la transmets, mais après pouvoir la transmettre aussi. C'est pour ça que je dis que en c'est ça un peu cette énergie du nouveau monde, c'est que les gens se mettent en résonance, se mettent en réseau, transmutent les choses et après les restituent avec leur propre couleur. Parce qu'on est tous différents. Moi, voilà, je suis très trempée, je suis très cash, et cetera, et je corresponds à des gens qui veulent ça. Et puis après, des professionnels ont un autre type d'énergie et c'est super parce qu'elles viennent, elles prennent, toutes ces connaissances, toutes ces pièces du puzzle et ensuite elles peuvent à leur sauce pouvoir le transmettre et ça, c'est super parce qu'on a besoin, on a tous des affinités différentes avec les gens et on est 8 milliards donc il y a du boulot. En tout cas, c'est plutôt positif de voir qu'il y a des thérapeutes, des professionnels qui se connectent à toi et qui ont une espèce de révélation et qui ont envie peut-être à leur tour peut-être d'apporter des modifications aussi dans leur propre accompagnement et de Mmh. voir les choses différemment. Tout à fait. Mmh. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite Emma? Mmh. Ben, je lui dis bonjour tous les matins et bonne nuit tous les soirs, hein, elle est là, toujours là. Je l'ai remise à sa place de petite fille justement et c'est intéressant ta question parce que, souvent, je parle de l'inversion des valeurs dans notre système qui est omniprésente et une des plus grandes inversions, pour moi, c'est, notre enfant intérieur qui, en réalité, est mis à la place de l'adulte et si on regarde des adultes dans la rue marcher, on a l'impression qu'ils sont adultes parce qu'ils ont un visage d'adulte, ils s'habillent comme des adultes, ils ont des comportements d'adultes, mais ils n'ont pas des actions d'adultes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de responsabilité dans leur vie. Ils sont, la victime du système, le grand méchant et cetera et cetera et ça, c'est vraiment la victimisation. Cette attitude-là est l'inverse de l'adulte et donc l'enfant a pris les rênes, comme je dis
Le problème, c'est que de se comporter comme un enfant quand c'est pas le moment, ne permet pas à l'enfant intérieur de briller et de se réjouir. Ce qui est censé être notre enfant intérieur, c'est le petit enfant qui s'émerveille encore. Et non, quand il est mis à la place de celui qui tient les rênes à l'époque adulte, c'est justement je ne prends pas mes responsabilités et j'ai tous les mauvais côtés de l'adulte, c'est-à-dire que je suis plus capable de m'émerveiller. Alors que quand on reprend justement cette autorité intérieure, quand on parlait de la souveraineté tout à l'heure, quand on se dit, ben moi, je vais créer mon système, je vais sortir de cette prison que je polish avec ma microfibre tous les jours, je veux maintenant renaître à moi-même, je remets l'enfant au centre de moi et donc je rouvre la possibilité de m'émerveiller avec une attitude adulte et responsable. Et donc moi, la petite Emma, ben, je lui dis bonjour tous les matins et surtout je l'encourage à garder cet enthousiasme dans la gratitude parce que je crois que c'est ce qu'il y a de plus difficile quand on arrive à un certain rythme au quotidien. Moi, j'ai un rythme inhumain, c'est d'avoir la possibilité toujours de se raccrocher à OK, je fais un arrêt sur image et je savoure maintenant parce que c'est vrai que on est pris dans tout ce qu'on a à faire, etc. Et la petite fille, ben, je la remercie tout le temps. Est-ce que tu veux lui dire quelque chose d'autre? Non, je pense que c'est l'essentiel pour moi. Est-ce que tu as d'autres projets? Oui, j'ai d'autres projets. En fait, j'en aurai toujours. Hein. Moi, je suis une Alors justement, Pascal me dit, écoute, c'est super, mais depuis que je te connais, j'arrête pas de courir tout le temps. Il Derrière aime toi, courir? je déteste courir. Ah, mais il a toujours été en backup, hein, comme je dis. Donc on s'est bien trouvé, on est complémentaires pour ça. Donc on va dire que bon, un projet que j'ai depuis longtemps, c'est effectivement un centre que j'aimerais mettre sur pied dans la matière ici, dans la région que j'habite au Portugal, parce que je me rends compte que l'humain a besoin de connecter. L'humain a besoin, nous sommes sociaux avant tout. Et la technologie nous permet de nous mettre en lien, mais la transformation est possible dans un temps record quand on quitte son environnement familier, parce que justement, on quitte ses repères. Là aussi, il y a des choses à entendre. Et on arrive dans un endroit où on peut faire une mise à jour. Et donc, aujourd'hui, ce que je propose de façon à distance, grâce au virtuel, eh bien, ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est de le proposer en présentiel. Évidemment, pour ça, ça demande beaucoup de moyens. C'est aussi la raison pour laquelle je suis autant sur le front à travailler dur, parce que, encore une fois, ça se fait pas avec des bisous et des cœurs, hein, payer les maçons, etc., etc. Donc ça sera vraiment le projet d'une vie, parce que ça va pas se faire en 2 jours. Et puis, c'est un projet d'envergure, parce que j'ai vraiment envie de matérialiser dans cet endroit un parcours qui est tout ce que je viens d'évoquer. J'ai envie que les gens le vivent en vrai. C'est-à-dire toutes ces étapes de réflexion, je veux qu'elles aient des points physiques, géographiques, où elles pourront vivre ces étapes-là. Alors, j'en dis pas plus parce que je vais pas spoiler le projet. Et oui. Mais oui, Merci en un tout gros cas du projet. partage. On peut préciser où tu es ou c'est pas Oui, oui. important? Oui. J'habite dans le sud du Portugal, Mm. au bord de l'océan Atlantique. Et oui, tu as quitté ta Suisse natale il y a quelque temps pour être installé au Portugal. Oui, sans regret. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec toi? Donc, tu as parlé de ton site internet. Est-ce que tu es aussi sur les réseaux? Oui. Alors, on avait été, ma chaîne YouTube pendant les années folles avait été Striké? reléguée. Ah oui, Ah oui. on avait une chaîne YouTube à plus de 120 000 abonnés. J'avais fait une petite chaîne YouTube au début 2020, et puis on s'est retrouvé en 9 mois à 120 000 abonnés parce qu'évidemment, il y avait quand même beaucoup de choses à dire. Et puis, bon, on en a de nouveau une qui fonctionne très bien. Alors évidemment, je peux pas dire tout ce que je veux parce que sinon on disparaît du décor. Mais c'est pour ça que quand je fais mes ateliers chaque semaine, alors là, il n'y a pas de limite, hein, on se déchaîne. Mais on est dans un cadre différent entre nous, avec les membres, et puis on peut parler à bâton rompu. Donc oui, bien sûr, on me trouve Emma Cruzy avec un seul M.
On me trouve partout, oui. Je donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde. C'est quoi pour toi le Nouveau Monde, si tu devais le définir? C'est le monde dans lequel on est. Et tout ce qu'on vit, les personnes que j'accompagne, ce sont des personnes du Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, pour moi, c'est vraiment la démarche souveraine, la démarche autonome où je peux agir. C'est le monde de l'espoir où on quitte la peur à travers une attitude de, de construction et pas de destruction. C'est vraiment un monde d'artisans, hein, peu importe sur quel plan on se situe, mais un monde d'espoir, un monde de reliance, où il n'y a pas de compétition, mais il y a de la collaboration, hein, où on n'est plus la version la plus basse de soi-même, justement, et où on peut facilement récupérer des savoirs ancestraux, et c'est pour ça que j'ai ce projet-là d'ailleurs, parce que tellement de choses nous ont été volées qu'aujourd'hui, bon, moi, le livre que j'ai écrit, je l'ai appelé Se réapproprier la naissance. Mais c'est vraiment ça, le mot du Nouveau Monde, c'est se réapproprier ce que nous avions déjà et ce qu'on a toujours eu, mais que nous avons perdu de vue, qui est toujours en nous, et d'aller se reconnecter en se connectant aussi aux autres. Pour moi, c'est vraiment un monde de réseau et de création de systèmes. Pas un système, plein de milliards de systèmes qui rentrent en lien comme les cellules d'un corps. Hein. C'est une conscience pour moi, le Nouveau Monde. Tu as certainement déjà répondu à la question, mais comment est-ce que toi, tu contribues à ce Nouveau Monde? Je ne sais pas si c'est à moi de répondre à cette question. Ça serait intéressant d'avoir plutôt l'avis des personnes que j'accompagne. Bon, vu qu'elles sont pas là, je vais y répondre, mais de nouveau, ça vaudra ce que ça vaut. C'est ma vision des choses. Ou comment toi tu penses ou tu aimerais y contribuer? Peut-être pour mettre une petite nuance, tu vois. En fait, pour moi, ma contribution, c'est de rappeler aux personnes qu'elles sont capables. Et je passe ma journée à dire ça aux gens que j'accompagne. Tu es capable. Et tout se situe dans ta perception de la réalité. Donc, ma contribution, c'est vraiment d'accompagner les gens de façon très serrée dans la meilleure version d'eux-mêmes. On arrive à la fin de l'interview. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée que tu aurais bien aimé que je te pose? Écoute, aucune. Je trouve que tes questions sont parfaites. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais ajouter avant qu'on termine sur le portrait chinois? Écoute, pour moi, je répète toujours ça et je le redis encore parce que c'est capital. Moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça à l'école parce qu'évidemment, j'étais à l'école, malheureusement. J'ai perdu beaucoup d'années à m'ennuyer. Et c'est Sylvie Simon aussi qui parlait de ça. Et on l'avait mis dans un générique d'une émission YouTube. C'était le sens de la perception de la réalité. Quand tu penses et que tu es fondamentalement convaincu que tu peux rien changer au monde, tu sais plus vraiment pourquoi tu te lèves le matin et tu sais plus vraiment pourquoi tu te couches le soir. Donc, tu survis et tu es dans un monde de survie jusqu'à la fin. Même si tu n'as pas conscience de ça, en réalité, tu n'as pas l'œil qui vibre, qui s'allume. Et je crois que c'est vraiment ça le message que j'ai envie de passer. Ce qui compte, c'est pas vraiment ce qu'on peut considérer comme la réalité, mais c'est la perception de la réalité. Et là où les gens mettent leur attention, ils mettent leur énergie. De nouveau, je le rappelle, là où on met son attention, c'est là où on met son énergie, c'est-à-dire là où on va encourager le feu et on va attiser le feu. Donc, s'il y a peut-être une seule chose à se poser comme question avant de se coucher le soir, ça serait en quoi on a contribué à attiser le feu de ce qu'on ne veut pas à travers notre attention dans la journée. Ok. Et souvent, les gens pensent que ce qu'ils ont de plus précieux, c'est leur argent, mais c'est pas ça, c'est leur attention. D'ailleurs, en anglais, on dit to pay attention. On dit pas donner, hein, c'est to pay. Donc, je crois que c'est vraiment la clé de tout, c'est ça. Et ça a l'air simple, mais c'est vraiment ça. Où je mets mon attention, je mets mon énergie et je mets du coup ma réalité qui sera celle de demain. Donc, si mon but, c'est d'œuvrer dans le nouveau monde, si c'est ce qu'on veut, eh bien, attention à où on met son attention parce que si c'est pour aller encourager tout ce qu'il y a de pire et qui me ramène à mon impuissance, et là aussi sur tous les plans,
eh bien, il y a de fortes chances pour que je m'éteigne. Je m'éteigne. Donc, il faut que ça vibre. Faut qu'il se passe quelque chose, comme je l'ai dit. On termine sur le portrait chinois. Tu connais ce jeu que tu as probablement peut-être fait plus jeune. Si tu étais un plat, lequel serais-tu? Ah, mais c'est dur de choisir, hein. Bah, tu peux m'en donner plusieurs s'il faut. Ah ouais? Oui. Bon, alors, si j'étais un plat salé, je serais des linguine olio aglio peperoncino. Donc, les linguine, c'est spécifique, c'est pas des spaghettis, hein, c'est plat. Et ail avec l'huile d'olive et les petits piments, pas trop parce que sinon on sent plus rien. Mais ça, c'est vraiment un plat que j'adore. Maintenant que j'en parle, je me rends compte que je mange jamais ça. Je devrais, parce que je devrais aussi me faire plaisir par rapport à ça. Et puis, un plat sucré, eh bien, ça serait une mousse au chocolat avec des bouts dedans, durs. Il y a une partie croquante. Voilà. Il faut qu'il se passe quelque chose, comme je dis. Sinon, c'est d'un ennui fou. Et tu me parles d'un plat de pâtes. Tu as des origines italiennes? Mon père était tessinois de mère italienne, oui. Tu parles pas italien? Si. Si tu étais un livre, alors avec tout ce que tu as lu, quel est ton top 3? Parce que j'imagine que tu en as peut-être plusieurs à nous partager. Alors, bon, déjà, Osho Rajneesh, pour moi, sans hésiter 2 secondes, être en pleine conscience, ça, c'est un livre qui m'a vraiment réveillée de mon sommeil. Le jour où j'ai aussi décidé d'arrêter la télévision, donc j'habitais seule, j'avais mon piano encore dans mon appartement, j'avais pas activé la télévision parce qu'il fallait faire un truc avec un réseau, je sais plus, où je louais un appartement, il fallait. Bon. Et là, je me suis retrouvée avec ce livre dans les mains où Osho commence le livre en expliquant que nous sommes tous morts et qu'on a l'impression qu'on est en vie, mais en fait, on est mort. Et ce livre-là m'a vraiment amorcé un grand changement et je l'ai toujours. Et j'ai toujours avec moi son tarot zen que j'adore et que je conseille à toutes les personnes que j'accompagne. Je leur dis toujours, vous achetez ça et vous commencez à méditer sur les cartes. C'est pas un tarot comme on l'entend, c'est vraiment un jeu de cartes très particulier. Et évidemment, Osho, tous ses livres sont géniaux, mais celui-là particulièrement. Vaccin, mensonge et propagande de Sylvie Simon. C'est un livre qu'on trouve plus malheureusement. Alors moi, je les ai pas tous parce qu'elle en a écrit quand même beaucoup, mais je suis très contente d'avoir retrouvé même en deuxième main sur Amazon parce qu'on critique beaucoup Amazon, mais il faut quand même se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont perdues au fin fond du monde. Ils arrivent grâce à Amazon à trouver des livres de deuxième main ou de troisième main ou je sais pas combien. Ça fait quand même partie des avantages de cette plateforme-là. Il y en a quand même. Et donc, moi, j'ai réussi à mettre la main sur des livres de Sylvie Simon et Vaccin, mensonge et propagande, c'est un des livres extraordinaires qu'elle a écrits. Tu dis, on le trouve plus parce qu'il n'est plus réédité? Ouais, c'est ça. C'était chez Très Daniel. Et puis, moi, à un moment donné, je voulais l'éditer parce que je m'étais dit, bon, parce que personne. Puis bon, après, c'est pas simple aussi entre les familles, etc. Bon, j'ai un peu laissé tomber. Sylvie Simon est décédée, donc j'ai pas eu la chance de pouvoir échanger avec elle à ce sujet-là. Et puis, alors, évidemment, le troisième livre qu'il faut avoir, c'est Sun Tzu, c'est L'art de la guerre. Parce que si on comprend pas la stratégie, c'est un peu compliqué. Quelqu'un la comprendra pour nous. Et puis nous, on sera là sur l'échiquier, puis on attendra qu'on nous bouge de case en case. Il y a fort à parier pour qu'on nous mette pas dans le rôle de la reine, mais plutôt dans celui du pion qui se fait bouffer en première ligne. Donc, Sun Tzu, je conseille à tout le monde. Si tu étais un dicton? Il y en a plusieurs que j'aime bien, mais je vais choisir un de nouveau que je répète comme un mantra. Alors en fait, c'est un dicton à tiroir. Il y a 2 phases. Et ça, c'est vraiment mon top one. Alors, je le donne en cadeau parce que vraiment, je le réserve aux personnes que j'accompagne. Hein. Mais il est dingue. Il est game changer dans ta vie. Écoutez bien. Alors, écoutez bien. Hein. Mettez sur pause. Allez chercher les crayons et les papiers. Non, parce que ça, c'est valable pour... Écoute, c'est dingue. J'ai tellement ri la première fois que j'ai entendu ça. Quand 2 personnes courent dans la mauvaise direction, la première qui s'arrête a gagné. OK? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la pire des choses que de courir dans la mauvaise direction, c'est pas de se tromper de sens, mais c'est d'y aller avec enthousiasme. OK. Et pourquoi je dis que, en fait, c'est pas vraiment un dicton comme on l'entend, c'est devenu mon dicton. C'est qu'en fait, je vois tellement de gens qui s'épuisent, mais qui s'épuisent à essayer de résoudre un problème en pensant qu'ils ont identifié le problème, alors qu'en fait,
99% de notre temps, on ne devrait pas chercher des solutions, on devrait réfléchir au vrai problème. Quel est le vrai problème à résoudre? Et je pense que c'est ça que Pascal disait quand il m'a connu. Il m'a dit, mais tu sais, tu as un truc bizarre, c'est que tu poses tout le temps des questions. Et en fait, tu fais un truc, et puis il a été recherché un peu, et puis il m'a dit, mais je sais, maintenant tu fais de la questionnologie. J'ai dit, de quoi tu parles? En fait, je pense que c'est ça que quand je disais cette attitude du philosophe, mais c'est pas forcément juste pour s'écouter réfléchir. C'est que je me rends compte vraiment que la plupart d'entre nous courent dans tous les sens sans se poser la question d'où ils vont et de pourquoi ils courent. Et pourquoi? Et s'il y a des obstacles, est-ce que c'est vraiment un obstacle? Est-ce que c'est un problème ou pas? Et en fait, ça, c'est incroyable parce que je parlais tout à l'heure de là où nous mettons notre attention, nous mettons notre énergie. On a un capital énergie. Et pourquoi les gens ne se mettent pas debout et agissent? Parce qu'en fait, ils se sentent déjà fatigués avant d'agir. Ils sont fatigués parce qu'ils passent leur temps à courir dans la mauvaise direction, soit physiquement, soit dans leur tête, parce qu'ils divaguent. OK? Donc, je pense que c'est vraiment ça la tagline. Où ils sont divertis. Alors oui, là, c'est... Ça, c'est encore un autre sujet. Ça, c'est la panacée pour endormir les masses, évidemment, c'est leur donner du pain et des jeux. Si tu étais un film, toi qui n'as plus de télévision, est-ce que tu as quand même une référence à nous donner? Il était normal à une époque. Ou peut-être que tu regardes en streaming, enfin, tu vois. Ou en secret. Oui, ou Netflix sur ton PC, peut-être. Oui, non, alors là, il n'y a pas de risque. Je serais Matrix 1. Ah oui, c'est fondamental. Le meilleur des trois. Oui, après, c'est du show. Mais il y a beaucoup de messages dans le premier film qu'on peut revoir plus de 20 ans après. Avec un autre regard, je trouve. Oui, c'est ça. Bien sûr, des métaphores importantes. Et si tu étais donc un super-héros, une super-héroïne? Ben, moi, il y a une personne qui a marqué l'histoire avec qui je sens une grande résonance. Et c'est marrant parce qu'on m'a souvent, on m'a souvent parlé d'elle à travers surtout dans des périodes d'urgence. Mais je dirais que Jeanne d'Arc a beaucoup compté dans son attitude, dans sa renonciation, justement, à sa propre personne au service d'une cause. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a touchée dans son histoire, c'est cette abnégation pour une cause. Et c'est typiquement, là, par rapport, on parlait de 2020, 2022, ces moments-là, moi, j'ai tout lâché, j'ai renoncé à tout au service d'une cause que j'estimais être la plus grande attaque de tous les temps dans notre civilisation sur la liberté humaine, quitte à me mettre tous mes clients de l'époque à dos. Plus rien n'a compté. C'était vraiment cette attitude de se mettre debout, en fait, hein, peu importe les conséquences. Comme dirait Jean-Dominique Michel, tu es resté debout, tu as tenu aussi. Comme la difficulté, c'était de tenir debout. Ouais. Et alors, Dieu sait si Jando en a pris cher, hein, parce qu'on habitait. Et bon, lui, il est toujours, je crois, à Genève. Et il me semble qu'il est toujours en Suisse. Ouais, je pense. Et on était très en contact, pas très loin d'ailleurs, dans nos habitations. On se voyait régulièrement dans des conférences. Et c'est vrai que on a pris cher, hein. On a pris cher, et c'était très important justement d'être en lien parce qu'on se soutenait beaucoup. J'avais participé à une masterclass où c'était sur la salutogénèse. Il avait créé voilà, quelques cours comme ça à dispenser pour nous aider aussi à comprendre un peu plus et un peu mieux et comment aussi se ressourcer et tenir bon. Ah ouais, non, il y a vraiment une opportunité avec des périodes comme ça de voir justement des personnes émerger qu'on n'aurait pas pu connaître en temps normal, j'ai envie de dire. Et c'est ça le cadeau évolutif. Après, qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ces rencontres? Je ne réponds à part pas créer le podcast, par exemple. Ouais, voilà. Donc, je serai pas là avec toi. Comme je le dis souvent à mes invités, on serait pas là en train de se parler. Donc, merci Emma pour ta participation. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir pu me faire naviguer dans ton univers. C'était très chouette. Et merci beaucoup pour votre écoute. Donc, j'espère que le parcours d'Emma vous aura inspiré. Donc, n'hésitez pas à la contacter sur ses réseaux. Vous trouverez tous les liens dans la description de cet épisode. À bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité.
Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.